Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui Victorin Lurel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Hélène Vainqueur a été désignée pour défendre votre héritage dans la 4e circonscription. C'est un bon choix? C'est un très bon choix. Elle a été députée pendant 2 ans, lorsque j'étais ministre. Donc elle a l'expérience, elle est maire, elle a été conseillère régionale, elle l'est encore. Donc c'est une femme d'expérience, c'est donc un très bon choix. C'est votre choix? Oui, quelque part, je partage ça, même si je n'étais pas là lorsque le vote a été fait. Mais c'est vrai, je suis content que les camarades aient fait ce choix-là, celui-là, celle-là. Elle l'a très bien travaillé. Elle a porté un texte que j'avais porté moi-même, mais j'avais échoué parce que il y avait une ministre de l'Outre-mer à l'époque qui avait tout fait pour faire échouer le travail sur le taux de sucre et sur l'offre. De la qualité de l'offre alimentaire. Voilà, c'est le texte. C'est un très grand texte. Reste encore à vérifier son application. Ça se fait déjà, mais la partie des produits produits ici, est-ce que ça respecte le taux de sucre et les taux plafonds autorisés par les arrêtés? Je n'en sais rien. Il faudrait peut-être que les organisations de consommateurs prennent à bras le corps ce dossier. C'est le travail d'Hélène Vainqueur. C'était avec André Attala, moi-même, Hélène Vainqueur. André Attala aurait fait un bon candidat d'ailleurs? Les trois auraient pu faire de bons candidats. Emmanuel Ravi n'est pas content. C'est un jeune. C'est la jeunesse. Je dis pas que c'est la jeunesse. Il estime qu'il faut être parfait. Il est absent et il pense qu'on a fait ça dans son dos, quoi. Oui. J'ai cru comprendre ça dans une vidéo. Mais dans la vidéo, il est positif. Il dit, je suis à Paris. Je suis très heureux que ce soit Hélène Vainqueur. J'accompagnerai Hélène et je ferai campagne pour elle. Mais vrai, j'aurais souhaité... Un bon oui, peut-être un bon suppléant. Mais c'est Hélène qui choisira. Ouais. C'est Hélène qui fait son choix. C'est le titulaire ou la titulaire qui choisit son candidat, mais moi, je serai activement à ses côtés. Voilà. 15 ans, c'est suffisant. Je l'avais dit dans toutes mes professions. Ah, c'est pour ça que vous avez décidé de passer la main? Oui, mais... On a envie de connaître les raisons profondes. Non, premièrement, c'était un engagement. J'ai toujours dit que tous les mandats devraient être 3 au maximum dans le temps. J'ai essayé d'ailleurs de faire un 3e mandat à la région, ça a échoué. Donc j'ai été battu. Là, j'ai fait mes 3 mandats à 15 ans. C'est vrai qu'il y a encore du travail et j'aurai beaucoup de choses à dire. Je viens de mettre sur mon compte Facebook, je viens de mettre la loi portant indemnisation des victimes du chlordécone et du paraquat. Alors, c'est vrai que le texte n'a pas été déposé, mais Benoît Hamon l'a repris dans son programme. Je l'ai vendu à tous les candidats pour que nous ayons, au-delà de ce que diront les tribunaux, c'est exactement la même chose pour les pesticides. Certains ont même fait comprendre que j'étais partisan des pesticides. J'étais directeur de chambre d'agriculture, je suis pour une agriculture bio. Faut-il aller avec prudence et mesure et mettre les crédits nécessaires pour le faire? Donc, je continue à travailler. Non, pas vraiment. Les candidats que je vois en face, ils sont de valeur, les candidats de la droite, ou les divers candidats qui sont là, d'étiquettes différentes. Je n'en ai pas peur. Ils ont leur valeur, mais je vois pas qui pourrait là, si j'avais été candidat de nouveau, me battre. Mais vous savez, la politique, on ne sait jamais. Mais mon engagement est arrivé à son terme. J'ai fait, je crois, pouvoir le dire, un bon travail. Il y aura des regrets tout de même de passer la main? On imagine qu'il y a des passements. On sait ce qui reste à faire. Donc on se dit quand même, j'aurais pu continuer. Mais à un moment, il faut savoir passer la main. Franchement, il faut pas vouloir rempiler constamment. Là, je suis fier du travail que j'ai fait. J'ai été bien accompagné par beaucoup. Et je laisse un bon souvenir à l'Assemblée nationale. Je crois pouvoir le dire aussi en tant que ministre. Vous aurez un il faut passer... bien sûr qu'on a toujours... C'est une page de votre vie que vous tournez. Voilà. Je dirais que j'aurais plus de pincement au cœur, là, député, que pour la région. La région, j'ai perdu. J'ai vécu ça très bien. Parce que vous n'êtes pas propriétaire d'un fauteuil. Il faut savoir, la vie, ce sont des cycles. Il y a un moment où vous gagnez, il y a un moment où vous perdez. Vous n'êtes pas bon tout le temps, ça, il faut le savoir. Et là, j'avais le sentiment quand même que j'étais encore bon en tant que député. Ah si. Mais le bail est arrivé. 3 mandats, 15 ans. Vous vous demandez pour être là pendant 20 ans. Non. Mais vous pouvez peut-être rester un bon parlementaire. Je veux dire par là que vous pourriez mais ça se faisait avant les sénatoriales, non? Ça, je vais voir. Je n'ai vraiment pas décidé
décider là. On vous prête cette attention. Oui, il y a peut-être une liste à c'est faire. peut-être une suite On logique verra. également. Mais pour le moment, sincèrement, rien n'est décidé. Et puis, Ça vous intéresse appris à me connaître. Je ne décide rien si on n'a pas le concours des amis, des maires, des conseillers municipaux. Si vous sentez qu'il y a un obstacle, pourquoi aller se prendre une baffle, une claque Non. Pour le moment, oui, c'est une possibilité, mais c'est pas mon plan de carrière. Ouais, Voilà. ça vous intéresse tout de même Bien sûr que pour continuer le travail qu'on n'a pas fait à l'Assemblée nationale, bien sûr, il y a un énorme travail à faire sur la domiciliation du pouvoir ici, sur le développement économique, pour faire les plans de convergence. Ce qui se passe en Guyane, je peux vous dire, tous les instruments sont là, la coquille est là. Toutes les revendications de nos amis guyanais peuvent être mises dans un plan de convergence sur 20 ans et dans des contrats de 5 ans. Avec, bien entendu, compte tenu de l'urgence, des mesures immédiates. Ensuite, le pacte d'avenir. On parle déjà de 4 milliards. Moi, j'ai fait, Benoît, à mon maître, 2,5 milliards pour les 11 pays habités des Outre-mer. Vous verrez, donc, il va manquer d'argent. Quand je disais ça à Valls et à d'autres, et aux gens de Bercy, ils ne comprennent pas cette chose-là. Et si vous n'avez pas l'autorité lorsque vous êtes ministre, vous perdez constamment vos arbitrages budgétaires. Tiens, la crise en Guyane, vous en parlez, vous l'avez évoqué, vous en pensez quoi? C'est un 2009 guadeloupéen ou c'est tout autre chose? C'est mutatis mutandis pour parler compliqué. Toutes choses égales par ailleurs, c'est à peu près la même chose. Non, il y a là une sorte d'irritation, d'insatisfaction, de ras-le-bol, parce que ça fait des années qu'on plaide pour que les instruments du développement soient bien mis là. Par exemple, l'État possède 90% des terres, ne paie pas d'impôts dessus. Les collectivités, les communes en particulier, doivent payer un impôt sur la forêt. Ça ne profite pas. L'or est là, ça ne va pas. On voit arriver des sociétés. Il n'y a pas suffisamment, si j'ose dire, d'implication dans leur propre développement. On est quand même surpris par le timing, déclencher un grand mouvement social juste avant des élections, alors que le gouvernement en place, finalement, des choses peuvent se faire. Ouais. Des choses peuvent se faire. Pourquoi? Moi, j'ai initié le pacte d'avenir de la Guyane. J'ai quitté en 2014, avril 2014. Nous sommes en 2017. Moi, j'ai dit à Georges Langevin, et j'ai dit aussi à Eric Abad, j'ai dit aussi au président de la République, vous prenez trop de temps. Il est vrai, le président Rodolphe Alexandre, n'a pas voulu signer. Donc, il a voulu améliorer. Donc, ça fait un moment que ça dure. Enfin, prendre 2 ans, 3 ans pour signer un pacte d'avenir, c'est peu. Ensuite, les peuples n'attendent pas les échéances électorales. La souffrance est là, donc vous faites ce qu'il faut faire. Donc c'est un mouvement je soutiens spontané. Tout à fait. Oui, c'est spontané, organisé, ça j'en sais rien. En tout cas, je vois qu'il y avait des milliers et des dizaines, peut-être de milliers de personnes dans les rues de Cayenne, de manière pacifique, unie, déterminée. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs en tweetant, que voilà un mouvement pacifique, uni, déterminé, avec des revendications qui peuvent, et j'ai même dit, le gouvernement, à n'en pas douter, sera à la hauteur. Et il est je pense qu'ils feront, j'entends 4 milliards. On a l'impression qu'Éric Barèche, la ministre des Outre-mer, est un peu mise sur le côté. Oui, mise sur le côté, non. C'est qu'elle est restée chez elle et donc on le lui a reproché en disant que... C'est une faute je ne sais pas si c'est une faute. Chacun juge l'urgence à sa manière. Une affaire comme ça, j'arrive tout de suite. C'est une évidence. Bon, mais là, elle est attentive, il faut le dire. Le gouvernement a compris l'urgence de la situation. Si on parlait à l'époque de 2 milliards sur 10 ans, maintenant, on est à 4 milliards sur 10 ans. C'est plus que la Corse avec Jospin. En tout cas, c'est qui un baptême du feu périlleux pour le nouveau ministre de l'Intérieur. Oui, il va découvrir très rapidement, Mathias Fekl, ce qu'est le ministère de l'Intérieur. 39 ans, on le rappelle. 39 ans, oui, mais la valeur n'attend point le nombre des années. Il comprendra très rapidement que c'est un ministère régalien important et qu'il peut être appelé aux 4 coins de la France comme ça. Et donc, et le mouvement guyanais peut se faire ici, en Martinique ou ailleurs. Il y a une urgence à comprendre. C'est pourquoi moi j'ai fait tout pour faire adopter la loi égalité réelle, avec les instruments qu'il faut, avec la régularité. Ça peut aller sur 20 ans pour suivre le développement, associer les gens. Qu'est-ce qui va manquer? Et je le dis dans le rapport, il faut desserrer l'article 73 de la Constitution. Les gens qui veulent rester dans le droit commun, beaucoup veulent y rester. C'est le cas de la Martinique, c'est le cas de la Guyane. Ils ont fait une collectivité unique, mais ils sont dans le droit commun. Et le Conseil constitutionnel interprète la notion d'adaptation avec beaucoup de restrictions. Ce n'est pas assez libéral, pour employer un terme que vous comprendrez. Donc il faut être un peu plus souple, un peu plus libre.
Et donc, je demandais à revoir la rédaction de l'article 73, conformément à ce que dit d'ailleurs le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il faut mieux tenir compte des caractéristiques et des caractéristiques particulières et des contraintes particulières de nos territoires. Alors, le sujet, il a été quelque peu abordé dans la campagne par les différents candidats. Finalement, c'est un peu retombé le soufflet. Benoît Hamon, il pense quoi de cette situation? Mais il a repris. C'est vous qui lui soufflez à l'oreille? Non, il a ses conseillers. Ouais. Moi, j'ai participé un jeune Martiniquais qui est le conseil. Non, il y en a plusieurs. Ouais. Je peux vous dire, on a laissé une équipe. Il est porte-parole, Narbonnais, Valentin. Mais il y a Robert Limois, je peux le citer. Il y a David Lachimi qui est réunionnais. Moi-même, chaque fois qu'il y a un petit problème, on m'appelle. J'ai fait à peu près l'essentiel du programme. La coordinatrice qui, Erika Barretz, a ajouté son grain de sel. Ça a donné un programme qui est bon. Vraiment. Et il a compris l'urgence en disant, OK, je prends ce que vous aviez fait en tant que secrétaire national du Parti socialiste, j'y ajoute ma plume et mes propositions. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi la mayonnaise ça, c'est ne prend autre pas? chose. C'est les divisions du Parti socialiste. Certains préparent le congrès. C'est pas le même Hamon? Hamon a sa personnalité, il sait parler, il est sympathique, il est ouvert, il est facilement abordable. Il joue pas au chef d'État charismatique, etc. Même si dans la fonction, il faut l'incarner. C'est parce que les Français attendent? Les Français attendent quelqu'un d'autorité, ça c'est vrai. Oui. Mais il est abordable. On doit pouvoir rester abordable. Ensuite, il a un bon programme. C'est peut-être le seul candidat à avoir analysé et réfléchi sur la société et ses transformations et ses transitions et ses mutations et qui propose en conséquence pour les 5-10 années qui viennent une législation adaptée sur la robotisation, sur l'intelligence artificielle. Donc en fait, vous regrettez qu'on ne parle pas assez des regrette qu'on ne parle parle pas, absolument. Ça le dessert totalement. Du fond, ça le dessert. Et puis, ce qui dessert, c'est les divisions du Parti socialiste. Certains préparent le congrès, c'est une évidence. Comment voulez-vous que vous acceptez de jouer le jeu avec une règle du jeu? Celui qui perd devrait pouvoir accompagner le gagnant. Et personne ne respecte ça. Comment Valls, qui se piquait d'être un homme d'État, que j'ai soutenu activement, et il a fait vous êtes déçu, là, ça y est. Je suis très déçu et je trouve ça indigne. Je le dis, je suis fâché parce que vous acceptez la Libération une règle. aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on prend comme vous voyez, il le mérite. Hein. Et qu'est-ce qu'on prend comme argument? Ah oui, mais monsieur Hamon a été un frondeur et nous a fait mal. Moi, j'étais ministre, il était ministre. Il a critiqué, très bien. Mais donc, on prétend qu'il a fait mal. Mais monsieur Macron aussi a fait mal. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il a été ministre, et puis il a un peu trahi quand même. Il est parti au motif que je ne suis pas responsable. Valls aussi, au dernier moment, a poussé un peu Hollande sur la sortie. Tous les trois ont des choses à se reprocher. En revanche, monsieur Hamon, et pour autant j'ai des différences avec Hamon, monsieur Hamon quand même a été devant le peuple de gauche. Il a gagné une élection et brillamment avec, je crois, plus de 60% des voix. Mais c'est un frondeur frondé aujourd'hui. Peut-être, mais la formule est facile pour justifier l'inacceptable. Lorsque vous acceptez de jouer un jeu, vous respectez le verdict populaire. La loyauté est une vertu qu'il faut absolument respecter. Là, en l'espèce, certains ministres ne le respectent pas, et surtout celui qui y a participé et qui a perdu, Manuel, plaisante, et c'est pas sérieux. Il y a peut-être derrière quelques arrière-pensées lourdes. Préparer le congrès du parti, pour en faire la conquête. Non. Le parti ne meurt pas. On l'a annoncé souvent. Mais non, on a dit ça de la SFIO, on a recréé le parti à Issy-les-Moulineaux 69 avec Alain Savary, et puis Mitterrand est arrivé en 71 à Épinay-sur-Seine, il a repris le parti. Le parti aura peut-être une clarification à faire entre deux lignes politiques. Et c'est vrai, peut-être que Laval avait raison, il y a des gauches irréconciliables. Donc il pourrait y avoir Hamon l'a éprouvé, voilà. Oui, il va. Donc il y aura deux gauches qui vont. Clarification. Ouais. Oui. Vous vous situerez où? Moi, je suis plutôt un réformiste, je l'ai toujours dit, même si il faut un réformisme radical, comme disent les autres. Il faut pas dormir sur la gestion et penser que seule la gestion est bonne. Mais le réformisme, c'est pas penser qu'on est seul indispensable comme Valls et que je suis seul à pouvoir incarner cette ligne-là et trahir lorsqu'il s'agit de respecter une parole. Alors, le moment venu, au Congrès, les camarades choisiront. Ouais, vous allez peser. Vous allez peser dans ce scrutin. Vous avez envie.
socialiste, je reste un militant actif. Je quitte des postes électifs, mais je reste intéressé par mon pays, la Guadeloupe, par la nation française, par ce qui se fait, par les mutations importantes qui impactent déjà nos vies. Non, je reste un militant dans tous les sens du terme. Et il faut reconstruire également en Guadeloupe la Oui, Fédération socialiste. Non, Vous avez commencé? Elle n'est pas reconstruite. C'est quand même le parti le mieux structuré, quoi qu'on en dise. Il est tellement démocratique que chaque fois que quelqu'un n'est pas désigné, vous les recevez sur un plateau. Il a perdu de son éclat. Non, vous avez perdu une élection, c'est la régionale. On a toujours l'impression que les partis n'ont pas d'importance en tant que tels. Il faut absolument posséder des lieux de pouvoir. On a perdu, un jour on gagne, un jour on perd, mais le parti reste bien là. Il faut bien sûr constamment recréer la dynamique, la relancer. Oui, c'est nécessaire. Et donc, on s'emploie tous à le faire. On a quand même 28 sections. Il y en a 4 ou 5 qui sont un peu en sommeil. Oui, il faut reprendre. C'est vrai. Mais pour le reste, la dynamique est bien là. Et puis, vous savez, il est bon de se ressourcer dans l'opposition. C'est plus facile? Non, c'est pas plus facile. C'est compliqué, mais vous renouez avec le peuple. Parce que quoi qu'on en dise, le pouvoir vous sépare des gens. Vous ne pouvez pas être constamment sur le terrain et faire la même chose. Certains qui disent, moi, je suis constamment sur le terrain, mais vous ne connaissez pas les dossiers. Vous ne défendez pas le pays, vous ne faites pas avancer les choses. On le voit bien, on commence à le voir. Vous devez posséder les deux. Et lorsque vous êtes dans l'opposition, vous avez le temps de prendre un petit punch avec quelqu'un, d'aller voir un malade, d'être dans votre population, dans votre famille. Depuis 33 ans que je fais ça. Vous redécouvrez un peu? Vous redécouvrez parfois les douceurs de la vie. Ah oui, absolument. Et donc, on prend le temps de vivre. Voilà. Mais je reste bien présent, vigilant. Et toujours au combat. Et actif, et toujours, bien sûr, toujours au combat. Merci à vous, Victorin Lurel. C'est moi. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement, dès demain, pour un nouveau numéro de Questions sans détour.